Bonjour tout le monde et bienvenue à toutes et à tous pour ce premier débat long format d'une nouvelle petite collection vidéo que Mediapart a décidé de consacrer aux alternatives, au monde d'après, aux grands exemples et aux petits modèles qui permettent d'envisager un futur possible pour une humanité jusque-là assez mal engagée. Au milieu des années 70, dans une période qui était aussi une période de crise politique, de remise en cause du modèle énergétique et de bouleversement social, les cinéastes Jacques Doyon, Jean Rouch et Alain Resnais avaient décidé d'adapter au cinéma la bande dessinée du dessinateur GB, appelée L'An 01, pour raconter dans un film homonyme l'abandon joyeux, festif et consensuel de l'économie de marché et du productivisme. C'est donc sans les outils de la bande dessinée ni du cinéma, mais avec ceux de la discussion et de la confrontation, que nous avons envie, avec cette petite collection, d'imaginer les contours de l'an 01 du début du XXIe siècle. Pour faire cela, je serai avec Jade Lingard. Bonjour. Bonjour. Et pour débuter, c'est donc un théoricien belge qui vit en Thaïlande et qui passe beaucoup de temps en Catalogne que nous avons choisi d'inviter. Michel Bowens, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la fondation Pair to Pair, P2P, et vous publiez aux éditions Les Liens qui libèrent, un livre qui s'intitule Sauver le monde, qui est préfacé par Bernard Stiegler. Et forcément, on a envie de commencer avec ce titre, au minimum ambitieux. Oui. En quoi est-ce qu'on va sauver le monde avec le modèle Pair to Pair que, pour moi, désigne surtout des échanges de fichiers informatiques? Alors peut-être commencer par le titre. Donc pour moi, il y a l'économie dominante. C'est comme un humain qui marche sur sa tête. Donc fait les choses à l'envers. Alors la première chose, c'est que j'appelle la fausse abondance. C'est-à-dire on a un système économique qui a besoin d'une croissance continue, exponentielle, et qui donc détruit la planète. Donc c'est une fausse abondance. On ne peut pas continuer comme ça. De l'autre côté, donc on crée tous ces problèmes. Mais au niveau des solutions, on ne peut pas coopérer parce qu'il y a des droits intellectuels de plus en plus rigoureux qui sont vraiment là pour empêcher la coopération technique, culturelle et scientifique de l'humanité. Et dans le système pair à pair que je décris, qui est en train d'émerger comme un germe dans notre société, ces deux problèmes sont en fait solutionnés dans un modèle préfiguratif qui existe déjà au niveau microéconomique, mais qui pourrait être en fait un modèle de société. Est-ce que vous pouvez préciser concrètement Oui, alors, donc c'est quoi le peer-to-peer, le pair à pair, et quelle est la relation avec les fichiers? Donc la structure du pair à pair dans le monde des fichiers musicaux, etc., c'était de dire que chaque fichier, chaque ordinateur peut se connecter à n'importe quel autre fichier sans intermédiaire, donc sans serveur central. Donc en fait, ça veut dire une capacité de se connecter sans permission. Alors ça a toujours existé à un niveau de proximité. Donc les gens évidemment ont toujours fait ça au niveau de proximité. Mais au niveau d'une échelle planétaire, c'est nouveau. Et c'est la technologie nous apporte ça. Nous apporte une façon de mettre à l'échelle cette dynamique. Donc on va prendre par exemple le Wikipédia, qui est quand même quelque chose de très complexe. C'est une encyclopédie universelle qui est utilisée par des centaines de millions de personnes, qui a beaucoup plus d'articles que les encyclopédies avaient dans le temps. Il y a une hiérarchie de contrôle, mais il n'y a pas une hiérarchie de commande. C'est-à-dire que chaque citoyen dans le monde, potentiellement, peut contribuer à ce bien commun, à changer les articles, à les améliorer, etc. Alors, quand on se demande combien de gens travaillent sur Wikipédia, j'ai oublié, c'est peut-être 100 000 personnes, mais la taille moyenne d'une équipe sur Wikipédia, c'est 1. Dans le logiciel libre, c'est le rédacteur. C'est la personne qui écrit finalement. La taille moyenne d'une équipe dans Linux, qui est un logiciel libre qui veut remplacer Windows, c'est 4. Et donc, c'est ça qui était remarquable. Donc, on a aujourd'hui un modèle de coordination mutuelle qui peut créer des produits sociaux, des produits et des services d'une complexité extraordinaire sans hiérarchie centralisée. Ça, c'est intéressant. En anglais, j'ai une fois employé le terme de peak hierarchy. Donc le pic de l'hierarchie. C'est-à-dire que dans le passé, le grand pouvait toujours défaire le petit. La grande entreprise est plus forte que la petite entreprise. La grande nation est plus forte que la petite nation. Aujourd'hui, on a vu un réseau agrégé, Wikipédia, qui pouvait battre
une entreprise forte et centralisée comme Britannica. Donc c'est ça. Donc les citoyens peuvent s'emparer de l'Internet comme cet outil, non seulement pour communiquer, mais pour s'auto-organiser et pour créer de la valeur ensemble. Là, ça devient intéressant. Là, on est dans la production, on est dans la création et la diffusion de la valeur. Donc on est là déjà dans une alternative au modèle capitaliste, qui aujourd'hui est hybride, mais qui pourrait être fort différent dans le futur. Alors la manière effectivement dont Wikipédia, même si certaines personnes discutent de tout ce qu'on peut y trouver, de certains de ces modes de fonctionnement, a périmé très rapidement des grandes institutions encyclopédiques comme l'Encyclopédie Britannica, est effectivement impressionnant. Mais est-ce que c'est un modèle qui peut s'appliquer à d'autres territoires de l'économie? On se demande notamment si ce qui marche pour du savoir, pour une encyclopédie, pourrait fonctionner, je ne sais pas, pour la production de frigidaires ou autre, des biens matériels. La réponse est oui. En fait, c'est un choix. Alors, il y a plusieurs aspects. Aujourd'hui, par exemple, quand on étudie la production dans le modèle globalisé tel qu'il existe, sans tenir compte de l'argent, c'est-à-dire vraiment en regardant les flux de matière et d'énergie, parce que justement, le système capitaliste externalise ses coûts. Il ne les regarde pas. Si on regarde par contre l'énergie et la matière, on se rend compte que par exemple 3/4 des frais aujourd'hui, c'est des frais de transport, pas la production. Or, quel est le potentiel du modèle pair à pair dans la production physique? C'est très clair. C'est la règle la suivante. Tout ce qui est léger est global et tout ce qui est lourd est local. Donc, on entre de l'ère de la connaissance ouverte et du logiciel ouvert vers une ère du design ouvert, donc de la conception de processus physiques qui sont partagés. Donc, par exemple, il y a une économie autour d'Arduino qui est une carte mère pour des ordinateurs spécialisés et qui est déjà avec des centaines d'entreprises dans le monde entier qui ont créé une économie autour de ce commun, donc cette connaissance partagée de cette carte mère. Au niveau de l'économie immatérielle, donc il y a une étude américaine qui s'appelle The Fair Use Economy, qui a calculé qu'un sixième du produit national brut américain est déjà une économie autour de la connaissance partagée. Mais on va prendre peut-être un exemple, si ça ne vous dérange pas. Donc c'est la voiture Wikispeed, qui est assez connue, et le Tabi. Donc il y a une trentaine de voitures open source, des modèles différents qui sont soit en voie de conception, soit déjà en production. Alors c'est quelque chose de tout à fait différent. Donc si vous achetez une voiture industrielle, les innovations ont été faites il y a 5 ans. Donc même si chaque année la voiture change, ce que vous achetez aujourd'hui, ça a été conçu il y a 5 ans. Mais 90% des innovations que font les ingénieurs dans l'automobile, vous les verrez jamais. Ils sont mis dans le tiroir parce que ça dérange des investissements du passé, parce que comme il n'y a aucun autre constructeur qui le fait, pourquoi est-ce qu'on va le faire? Ça va nous coûter de l'argent, etc. Dans un système ouvert comme Wikispeed, toutes les semaines, il y a un nouveau design. Et alors on met ça ensemble avec les machines 3D, donc avec les fraiseuses numériques, etc. Donc on a distribué la connaissance, mais aujourd'hui on a une distribution de l'outil productif. Donc c'est-à-dire des machines beaucoup plus petites, beaucoup moins chères, qui deviennent, on va dire, démocratiques par rapport à des petits entrepreneurs ou même des collectifs citoyens. Et c'est en mettant ces deux ensemble qu'on entre dans le monde productif. En quoi ce système que vous décrivez menace le capitalisme mondialisé tel qu'il fonctionne aujourd'hui? C'est-à-dire avec des systèmes de production finalement qui sont déjà très internationalisés, ça a été tout le processus de la mondialisation, et qui sont déjà tout à fait capables et même friands, je dirais, de capter cette créativité effervescente finalement dans le design. Vous avez cité la conception des voitures, la conception des logiciels, on pourrait décliner la liste pendant un très long moment. Et aujourd'hui, ces entreprises classiques et industries classiques, elles sont déjà tout à fait dans l'utilisation finalement de cette créativité, voire même de cette créativité parfois libre. Donc du coup, ce système-là, en quoi est-ce qu'il romprait, ce que vous décrivez, en quoi ça romprait avec ce qui existe déjà aujourd'hui? Ce qui est peut-être complexe, c'est de répondre que ça fait les deux en même temps. Et que c'est normal. C'est-à-dire, on va peut-être faire une analogie historique. Quand l'Empire romain n'arrive plus à s'étendre, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'or qui rentre dans le système. Donc le système commence à stagner et même à décliner. Donc à ce moment-là, par exemple, un propriétaire d'esclaves se dit « mais moi j'ai plus d'argent pour payer tous mes légionnaires ». Donc il va peut-être se dire « je vais libérer mes esclaves, je vais en faire des serfs ».
il y a des Ou des emplois. travailleurs payés, même s'ils sont très peu payés, mais Voilà, à la différence voilà. de l'esclave. Donc il y a eu en même temps, on va dire, une sorte de révolte bottom-up. Il y a des esclaves qui se sont échappés. Il y a des tribus germaniques qui, devant une cité romaine, ils disaient aux esclaves, vous pouvez vous en aller, vous êtes libres. Il y a eu des processus contradictoires et complexes qui ont fait qu'il y a une sorte d'exode de système esclavagiste qui ne marchait plus très bien, mais qui offrait des solutions au système. C'est-à-dire, c'est grâce au système du servage que l'Empire romain a pu continuer pendant 3 siècles plus longtemps. Et aujourd'hui, grâce au système pair à pair, le capitalisme l'utilise pour perdurer. Donc il capte la coopération humaine, la connaissance humaine qui est créée dans ces réseaux pour ses propres bénéfices. Ouais. Et c'est normal. Mais c'est paradoxal, par exemple, quand Facebook, moi je critique Facebook, mais je suis aussi dessus parce que j'ai envie de communiquer avec les gens qui sont dessus. On peut critiquer, mais en même temps, il ne faut pas oublier que ce que fait Facebook, c'est financer la dynamique pair à pair pour 3 milliards de personnes. Donc, en offrant quoi? Comment ça, ils financent? en offrant, vous voulez dire, facilitant, un espace, voilà, c'est ça, en de rencontre et facilitant une d'échange. infrastructure qui permet à 3 millions de personnes de se communiquer sans permission, de s'auto-organiser et même de créer de la valeur, voire d'organiser des révolutions. Mais tout en Donc, captant lui-même, Facebook, tout en une captant. partie de ce travail Et c'est ça, collaboratif. c'est contradictoire et c'est paradoxal. Et donc il y a une contradiction, à mon avis, croissante entre l'aspect post-capitaliste qui est créé dans cette infrastructure et en même temps dans cette captation. Alors c'est quoi la réponse? La réponse, c'est comment est-ce qu'on peut réfléchir à éviter cette captation? Parce que là, il y a une fuite de valeur. Par rapport à un producteur entre pairs qui, par exemple, crée un commun pour Linux ou Arduino ou Wikispeed, ou qui échange sur des réseaux sociaux. C'est pas exactement pareil parce qu'il n'y a pas de commun, mais il y a quand même une relation entre les deux. Bon. Le problème est le même, c'est que je contribue à un commun, mais pour en vivre, je suis obligé de travailler pour le capital. Et donc, il y a une accumulation de capital et il y a une accumulation du commun en même temps. Ouais. Donc, il y a une forme de capitalisme paradoxal qui soutient les communs. Il ne faut pas oublier, parce qu'avant, le capitalisme détruisait les communs. Ouais. Donc, ils se sont adaptés. Mais en même temps, il y a une fuite de valeurs. Et à mon avis, donc, il faut réfléchir en tant que citoyen, contributeur des communs, comment garder cette plus-value dans la sphère du commun. La réponse pour moi, c'est de créer une économie solidaire, coopérative et sociale. Et là, on a aussi un problème. C'est-à-dire, si on est un jeune entrepreneur ou un jeune citoyen qui travaille dans un Fab Lab ou un coworking center et qu'on veut en vivre, il y a un tapis rouge. Et le tapis rouge, c'est start-up. Les accélérateurs, les incubateurs, le capital risque, tout est fait pour pouvoir capter cette valeur, mais aussi pour aider le jeune entrepreneur qui veut faire ça. S'il dit non, moi je voudrais faire une économie plus égalitaire, mais où sont les incubateurs? Où sont les accélérateurs? Où sont les fonds d'investissement? Il y en a, mais ils sont très difficiles à trouver. Et là, il faut accuser pas seulement le capital, mais aussi dire à l'économie solidaire, vous ne jouez pas le jeu. Le capital a compris beaucoup plus vite que vous le potentiel du modèle ouvert. Et donc, on se trouve dans un paradoxe. Je fais du Wikispeed qui est 5 fois aussi efficace au niveau énergétique que les voitures industrielles. Donc, c'est un bienfait pour l'humanité. Je cherche de l'argent. Le capital a dit, bon, mais vous n'avez pas de brevet, je ne peux pas faire de super profit. Non. Et puis, on va chez Triodos, la banque solidaire. Quel est votre collatéral? Quel est votre brevet? Ah ben non, ça ne marche pas non plus. Ouais. Donc là, il y a un travail de convergence à faire, de dialogue entre le monde du commun et le monde solidaire et coopératif, qui en est qu'à ses débuts. Alors, en quoi, ce que vous dites là me pose une double question, en quoi ce modèle du pair à pair est différent du modèle assez classique de la coopérative, de l'entraide, on pourrait dire ouvrière, enfin on en a des traces au 19e siècle, et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, où on voit un petit peu effectivement comment dans le domaine de la connaissance, du design, des codes informatiques, on peut imaginer voilà, cette convergence, et même dans certains processus productifs avec les imprimantes 3D, même si ça fait quand même un bout de temps qu'on nous parle des promesses des imprimantes 3D et qu'on n'a pas encore vu beaucoup. Mais par exemple, est-ce que c'est possible sur la production de nourriture, même dans le secteur qu'on appelle primaire? Vous citez dans le livre un exemple qui est le mouvement des pommes de terre en Grèce. Oui. Ça, c'est d'accord. C'est différent d'une simple coopérative. Je vais y revenir. Alors, ça marche. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature des biens, c'est important. C'est-à-dire, quand on est dans l'immatériel, le commun, c'est facile.
Donc, parce qu'il y a des coûts de reproduction marginal. Comme Rifkin dit, la société a coût marginal zéro. Donc, dans l'immatériel, c'est facile de partager la connaissance, le logiciel, le design. Quand on entre dans la production physique, on entre dans un modèle où il faut régénérer la valeur. Parce qu'il faut acheter des machines, il faut produire des machines, il faut des bâtiments, il faut de la matière première. Donc, il y a une sorte de communisme dans le sens original du mot, c'est-à-dire chacun peut contribuer ce qu'il veut et prendre ce qu'il a besoin. Ça fonctionne déjà, paradoxalement, dans le monde capitaliste au niveau de l'immatériel. Quand on est dans les biens rivaux, donc si je prends ce livre, vous ne l'avez plus, on a un petit problème. Donc là, on doit trouver soit des modes de marché classiques, soit des modes coopératifs. Et donc, il faut trouver une convergence entre le modèle ouvert dans la connaissance et le modèle coopératif dans la production matérielle. Donc, moi, je propose que ce soit des coopératives qui produisent, mais qui partagent leurs connaissances. Donc, en Grèce, il y a une grande crise, comme tout le monde le sait. Les prix des pommes de terre devenaient trop chers pour les gens qui étaient en train de s'appauvrir. Donc, il y a des gens qui ont cherché une connexion entre les producteurs et les consommateurs. Donc, ce sont les paysans qui livrent dans des endroits particuliers, des parkings, etc., des pommes de terre directement au peuple. Alors, une sorte de circuit direct. C'est un circuit direct. Et le grand avantage, c'est que donc, il y a une étude qui a montré que ça a un effet déflationnaire sur le prix, sur l'économie agricole en Grèce. Alors, mais ça va plus loin que des petites initiatives locales. Vous pensez que ça peut aller plus loin que, voilà, effectivement, des systèmes alternatifs d'entraide en situation difficile? Oui, c'est les deux en même temps. Donc moi, je dis à ces gens-là qui sont obligés de le faire, parce que c'est une question de survie en Grèce, regardez le modèle ouvert. Ça vous permettra d'aller sur échelle, de vous organiser. Parce que pourquoi est-ce qu'on a des multinationales? Ils contrôlent l'information, c'est tout. Les multinationales, c'est le fruit de la première ère cybernétique, c'est-à-dire les ordinateurs uniquement privés, les réseaux privés, et ils ont réorganisé tout à fait l'économie mondiale par rapport à ça. L'Internet, qu'est-ce que ça change? C'est que ça démocratise les réseaux. Donc tout à coup, les citoyens et l'économie alternative peuvent aussi utiliser les mêmes moyens. Donc on n'a plus besoin des multinationales pour se coordonner, c'est ça qui est important. C'est ça un potentiel émancipatoire de ce nouveau modèle. Alors, ce qui est important pour moi, c'est de penser en écosystème. Et aujourd'hui, donc, on a des formes de germes préfiguratives de cette économie, mais qui ne sont pas encore connectées. Mais ça commence. Je peux vous donner quelques exemples, peut-être? Oui, allez-y. Donc, j'étais à Madison, Wisconsin, qui n'est pas évidemment pas les États-Unis en général. C'est un peu Berkeley dans la glace, si on veut. Mais quand même, c'était très intéressant. Donc, chaque troisième vitrine sur la rue principale disait Fair Trade, Zero Mile. Donc commerce équitable. Voilà. Alors il faut se rendre compte que chaque fois il y a un réseau derrière. Quand il y a une affiche du café équitable, ça veut dire qu'il y a tout un réseau qui est lié à l'Équateur, en Colombie, etc. Bon. Donc là ils ont fait un projet qui s'appelle Mutual Aid Network. Donc il y a par exemple une banque de temps qui existe depuis 20 ans qui marche très très bien là. Il y a des crédits coopératifs, des credit unions, comme on dit là-bas. Il y a des coopératives alimentaires, mais extraordinaires et fantastiques. C'est un rêve d'acheter à manger dans ces endroits. C'est superbe. Mais ils n'étaient pas liés entre eux. C'est-à-dire avec les temps dollars, les time dollars, on ne pouvait pas faire un prêt pour l'immobilier. Et donc, ce projet MAN cherche à faire écosystème. Là, ça devient intéressant. Et donc, de faire la logistique ouverte, la comptabilité ouverte et de créer des liens. Mais dans les villes, ça commence à bouger. Donc, par exemple, moi, ce que je suis très enthousiaste, c'est le projet à Bologne. Je vais d'abord le dire en anglais. The Bologna Regulation for the Care of the Urban Commons. Donc, la régulation de Bologne pour le soin des communs urbains. Donc, c'est un changement de paradigme qui va dans le sens de la proposition qu'on a fait en Équateur. L'État partenaire. Ouais. Donc un État qui n'est pas un État producteur avec des citoyens consommateurs, mais qui est un État qui facilite l'autonomie sociale et individuelle. Donc il crée des infrastructures civiques et technologiques pour faciliter l'éclosion de cette auto-organisation. Donc à Bologne, c'est comme ça. Donc les citoyens peuvent créer des collectifs dans les quartiers
et faire des propositions pour l'amélioration de leur quartier. Il y a un processus évaluatif et alors il y a une négociation entre la ville et le quartier pour aider à financer ou autre type d'aide cette réalisation. Il y a déjà 30 projets qui sont acquis et 100 dans la pipeline et 3 douzaines de villes qui veulent copier ce modèle. Ça, c'est quand même nouveau, ça. C'est pas l'État social, c'est pas l'État bureaucratique, c'est un État partenaire. C'est pas l'État bureaucratique, mais ce qui, par ailleurs, moi, je trouve très étonnant dans ce que vous décrivez et qui prend le contre-pied, finalement, de toute une partie de la pensée des philosophies anarchistes, par exemple, dont Oui. à la fois vous vous inspirez, on sent bien, et en même temps, la différence, c'est que vous gardez l'État. Oui. C'est-à-dire, c'est pas simplement l'idée d'individus autonomes qui s'auto-organisent, etc. Votre modèle, il y a vraiment l'idée, il y a la société civile, voilà, comme espace de créativité, de production de valeur, comme vous l'écriviez, d'organisation, etc. Il y a ce que vous appelez l'économie éthique. Oui. Donc, une économie qui est plus uniquement orientée vers la recherche du profit, la prédation, etc., mais un peu ce que vous décrivez depuis le début. Et à côté, il y a un État partenaire qui rend ça possible. C'est une condition de fonctionnement des deux autres espaces. C'est pas une utopie, c'est-à-dire que cette proposition, elle vient de mon observation de la vraie production entre pairs. Donc, quand on voit ce qui existe déjà, par exemple dans le monde du logiciel libre, qui est une grande économie déjà, il y a 3 partenaires. Il y a la communauté de contributeurs, payés ou non payés, qui contribuent, même quand ils sont payés, ils contribuent au commun parce qu'il y a une licence ouverte. Il y a la coalition entrepreneuriale, qui peut être capitaliste ou solidaire. Et il y a les fondations FLOSS, Free Libre Open Source Software. Donc, ce sont des fondations comme la Wikimedia Foundation, la Linux Foundation, la Drupal Foundation, la Bitcoin Foundation, qui facilitent la coopération, qui finance l'infrastructure coopérative. Parce que pour utiliser Wikipédia, il y a des serveurs. Qui va payer ces serveurs? Mais c'est le Wikimedia Foundation qui fait le financement participatif. Donc il y a un État, il y a un collectif. Et donc mon idée, c'est de s'inspirer de cette réalité comme modèle social pour la société. Il y a 3 dangers dans le monde aujourd'hui. Le premier danger, c'est le fascisme. C'est le totalitarisme de l'État. Le deuxième danger, c'est le tout marché, c'est l'anarcho-capitalisme. D'accord? Donc l'idéologie le Bitcoin. capitalisme sans aucune régulation. Voilà, c'est le deuxième danger. Mais il y a aussi le communisme, c'est-à-dire l'absolutisme du commun. Ce serait quoi, ça, par exemple? Eh bien, c'est de penser que tout peut se faire à l'horizontale, qu'il n'y a plus de verticale, qu'il n'y a plus de diagonale, qu'il n'y a que des gens qui font des contrats entre eux. En tant que citoyen, je suis d'accord. Mais moi, je ne crois pas que ça peut marcher pour tout. Moi, je vois bien, par exemple, dans la production entre pairs, quand c'est un changement itératif, ça marche très bien. C'est-à-dire améliorer le wiki, le Wikipédia, le WikiHouse, le Wikispeed. Mais quand on est dans le marché et qu'on doit faire des choses avec un contrat et qu'il faut être fini à 1 mois, ça ne marche plus. Il faut d'autres formes d'organisation. Donc, il faut être ouvert. Mais du coup, vous pensez qu'on va trouver un bon équilibre C'est l'enjeu, en tout cas. C'est l'enjeu. On voit qu'au niveau micro, ça peut se faire. Donc, pourquoi pas au niveau macro? Et donc, moi, je tiens compte des réalités. C'est-à-dire, il y a du citoyen, il y a du marché, il y a de l'État. Mais ils sont tous les 3 dysfonctionnels. On va échanger les 3 en même temps. Évidemment, c'est un grand programme et pour ça, il faut de la politique. Donc, il faut reconceptualiser la politique par rapport au commun. Et ça, évidemment, la gauche ne le fait pas encore. Et elle doit le faire. Non, mais ça pose une autre question. Mais on voit quand même qu'il y a du renouveau là. Qui est intéressante autour de ce terme de transition qui est aujourd'hui un peu mis à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'on voit bien que le modèle de développement, notamment économique, financier, va dans le mur. Et en même temps, tout le monde parle de transition, mais sans qu'on sache vraiment par quoi elle peut y aller. Donc, à vous lire, c'est pas par la révolution. Est-ce que donc c'est effectivement s'infiltrer comme le font Syriza et Podemos dans des institutions existantes pour essayer de proposer autre chose, mais on voit bien que Syriza se heurte aujourd'hui au mur de l'existant. Est-ce que, enfin voilà, moi je dirais, est-ce que c'est juste la prise de conscience? Comment peut se faire le mode? Enfin, pourquoi est-ce qu'on ferait cette transition? Parce que à vous lire, des fois, on ne sait pas si c'est le choc technologique lui-même qui crée ça, ou si c'est, l'équilibre entre le politique, le technologique, le social. Alors, je vais vous donner ma vision là-dessus. Donc, on va prendre le 15e siècle en Europe. Donc il y avait eu l'invention du purgatoire par l'Église catholique, parce qu'il fallait bien que les chrétiens puissent aussi emprunter de l'argent.
les Templiers ont inventé la comptabilité double, qui n'existait pas. Les féodaux, ils s'en foutaient, ils faisaient la fête quand il y avait un surplus. On a inventé l'imprimante, qui a changé le monopole de la connaissance, l'imprimerie, etc., etc. Calvin qui dit être riche, c'est être élu par Dieu, etc. Donc on voit des patterns, des germes qui naissent, mais ça ne fait pas encore système. 3 siècles après, on sait que c'est le capitalisme. Mais l'utilisation de ces outils change les mentalités. Quand on utilise une double comptabilité, on n'est plus dans le féodalisme. On est dans une pensée d'équilibre, de flux, etc. Et donc ça crée, petit à petit, ça crée une force sociale qui utilise ces outils, qui est hyper productif par rapport à la féodalité et qui devient de plus en plus frustré par rapport aux freins de la féodalité. Et éventuellement, ça fait révolution. Mais ces révolutions, il faut un peu oublier le marxisme pour ça, parce qu'il n'y a pas un modèle, la révolution russe et française. Non. En Russie, c'est le tsar qui a libéré les serfs. En Allemagne, c'est Bismarck qui a introduit l'État social et qui a fait plein de réformes. C'était la classe militaire. En Angleterre, c'était des guerres civiles religieuses. Donc, on ne sait pas ce que ça va être. On ne sait pas. Mais aujourd'hui, déjà, ce qui est important, c'est de généraliser ces pratiques, mais aussi de rendre les gens conscients. Donc, moi, j'ai dit, je ne sais pas si c'était sur Mediapart ou ailleurs, et on m'a mal compris. J'ai dit, le père au père, c'est le socialisme du XXe siècle. Mais j'ai pas dit ça. Sur Mediapart, on a forcément bien compris, donc c'est pas. J'ai dit, le père à père, c'est comme le socialisme du XIXe siècle. C'est-à-dire, c'est par analogie. C'est quand les paysans étaient chassés de leurs terres, ils n'avaient pas tout de suite une conscience de classe. Ça s'est venu petit à petit. Et puis, il y a aussi des gens de l'extérieur, des intellectuels, etc. Donc aujourd'hui, le commun, c'est aussi un projet politique et idéologique. C'est rendre les gens conscients de leur capacité de contribution au bien commun, de cette logique, de créer des forces sociales et politiques autour de ça. Donc moi, je parle de l'Assemblée des communs, de la Chambre des communs. Donc j'essaie bottom-up de créer des outillages pour justement que ici en France, il y a la ville en commun, le temps des communs. Donc il y a des initiatives qui sont faites pour justement créer cette conscience du commun. Mais... Avec souvent aussi un malentendu, mais c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de vous entendre aujourd'hui autour de ce livre, avec souvent un peu un malentendu autour des communs qui, à force d'être mis à toutes les sauces, le nom de commun, c'est comme la transition, se dévitalise en fait. C'est vrai, ça on ne peut pas éviter, durabilité, tous ces mots sont pris à des sauces différentes. Ouais. Maintenant on dit par exemple l'économie du partage, et on dit Airbnb et Uber. Voilà. Il n'y a pas de partage, hein, c'est de la vente. Ouais. Il n'y a pas du commun là-dedans. Il n'y a pas du pire. C'est un marché. C'est un marché distribué. C'est l'extension du domaine du marché au Alors, ce qu'il faut faire, c'est définir et répéter ces définitions. Et ça, c'est une lutte aussi. Moi, je dis, pair à pair, c'est la production du commun. C'est pas du marché distribué. Un exemple, donc, chaque fois, il faut que je répète. Et bon, là, chacun fait de son mieux. Hein. On ne contrôle pas la société. Hein. Non, bien sûr. Et on peut aussi effectivement voir pour le coup comment les expériences les plus abouties se développent. Vous avez beaucoup travaillé, vous le disiez tout à l'heure, sur la coopérative intégrale de Catalogne. Qu'est-ce qu'il en est après quelques années? Parce que c'est souvent cité en exemple comme un vraiment modèle de réponse à une situation de grande crise avec une réinvention d'un modèle économique, politique, de relations entre les gens. Où ça en est? Oui, alors peut-être quand même expliquer. Donc, la Fondation Pair à Pair a un partenariat stratégique avec la coopérative intégrale. Mais moi, je ne fais pas partie de cette coopérative, juste pour être clair. Et donc, je ne fais pas non plus tout le travail qu'ils font, c'est eux qui le font. Donc, moi, je suis là pour aider aussi au niveau justement théorique. Ils sont très intéressés dans le travail qu'on fait justement pour pouvoir penser leurs pratiques. Avant de faire, il faut aussi souvent pouvoir imaginer. Et donc, voilà tout l'intérêt de faire un travail théorique, c'est ça. Bon, alors c'est comme tout. Hein. Quand on gratte derrière, on voit tous les problèmes. Et quand on est dans un travail politique comme le mien, on ne va pas toujours mettre l'accent sur des problèmes. Mais c'est vrai que c'est difficile ce qu'ils font, c'est pas facile. Alors, le succès, c'est quoi? C'est que sur 3 ans, ils ont 5000 membres. Alors, il y a deux pôles. Il y a un pôle, on va dire, radical communautaire, qui est Calafou, qui est une communauté post-capitaliste, post-industrielle. Et ça avance, mais c'est très difficile. Hein. Ils ont un loyer de 8 000 € par mois à payer, donc
faut quand même Et produire de la valeur il faut quand même produire de la classique. valeur et bon, il y a des Monétaire, difficultés, c'est clair. Et puis de l'autre côté, c'est un mouvement pour organiser des freelancers. Et donc il y a un grand centre près de la cathédrale Sagrada Familia. Alors, je crois que 5000 membres, c'est surtout ceux-là. Ils sont quand même géniaux. Hein. Donc en tant que freelancer, je deviens membre de cette coopérative. Donc toute la comptabilité et les taxes, ça devient la coopérative. Du coup, tous les flux internes ne sont plus taxés. C'est comme les multinationales, c'est des accords de coopération et d'échange. C'est pas taxé. Alors, comme ils sont éthiques, tout l'argent qui n'est pas payé aux taxes, et évidemment c'est un mouvement anarcho-coopérativiste, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux là-dessus, mais bon, on travaille ensemble. Eux sont pragmatiques, je suis pragmatique, donc on peut travailler ensemble. Donc les taxes qui ne sont pas payées à l'État, et ils ne reconnaissent pas l'État parce que l'État espagnol est un terrible État hein, qui a donné 800 milliards d'euros aux banques et puis on casse le système social. Donc il y a un problème de légitimité qui est mis en exergue et d'une façon très radicale par cette coopérative et réinvesti dans le bien commun. Donc ils ont une taxe pour le bien commun en interne. Et au plus négatif les activités au niveau social et environnemental, au plus haut cette taxe interne, mais qui va alors financer le développement. Et alors ils ont des... Bon, c'est pour l'anecdote, mais ça vous fait peut-être une idée un peu plus vivante de ce qu'ils font. Par exemple, quand vous perdez votre maison, eh ben, ils vont vous la racheter. Et vous la vous la perdez si, par exemple, vous la n'avez pas redonnez pu en rembourser usufruit. et que la banque veut vous la prend, quoi, c'est ça? Voilà. Donc à ce moment-là, les maisons sont en très bon marché encore. Il y a vraiment une crise immobilière. Ils vont racheter à bas prix votre maison, vous la redonnez en usufruit et vous payez un loyer. Donc ça crée du capital pour la coopérative. Ils sont très inventifs par rapport à... et donc là, le grand projet, c'est un projet justement de s'internaliser au niveau Faircoop avec la propre monnaie cryptographiée. Je peux en dire un petit mot? Oui, justement, on avait envie de vous interroger sur la Faircoin. Oui. Parce que vous avez, là, pour le coup, été très actif oui. avec eux dans le lancement de cette monnaie C'est alternative. C'est ça. Alors, c'est un peu complexe. Je vais quand même essayer de l'expliquer. Vous avez au moins 30 secondes. Alors, d'abord, le problème des bitcoins, c'est quoi? Le problème des bitcoins, c'est une monnaie anarcho-capitaliste, donc qui est créée pour faire de nous tous des petits capitalistes en miniature. C'est distribué, mais ça reste... donc, il y a un design dans le bitcoin qui est un design extractif. Donc, je crée des bitcoins. Au début, c'est bon marché. Le design, la conception du système est fait que l'offre croît lentement, mais que la demande croît plus rapidement. Et donc, le prix monte. Donc, je vais vous vendre, moi, qui a créé des bitcoins à bon marché, je vais vous vendre des bitcoins à 600 fois le prix. Au niveau de l'équité, ça pose quand même problème. Donc c'est le pauvre paysan sans ordinateur ou en Andhra Pradesh qui va payer 600 € pour avoir un bitcoin qui a coûté 3 centimes à un geek mâle et blanc américain. Moi je trouve ça quand même un peu problématique. Donc on ne va pas employer bitcoin pour ça. Alors Faircoin, donc c'est d'abord une monnaie cryptographiée avec un autre système de vérification qui utilise que 2% de l'énergie de Bitcoin. C'est un autre problème de Bitcoin. Il faut énormément d'électricité pour les créer. Ça a été distribué d'une façon égalitaire. Donc, il n'y a pas d'aristocratie Faircoin. Donc, ça avait été créé en avance. Ça n'avait pas bien marché. Donc, alors, la coopérative le rachète, mais le donne. Donc, le donne à des coopératives comme un outil d'investissement. Donc, Bitcoin, c'est spéculatif. Faircoin, c'est un miroir de la vraie production. Donc, je suis une coopérative, j'ai des Faircoins, j'ai 1000 € c'est protégé contre la spéculation, je ne peux pas les dépenser. Par contre, si je fais des affaires avec vous, il y a un système de crédit mutuel et elle peut servir comme collatéral. Donc, c'est très pragmatique. C'était utilisé déjà pour des investissements? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'ils sont en cours au niveau de la conception. C'est très compliqué. Il y a énormément de travail. C'est très complexe, peut-être trop complexe. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai la théorie et la pratique. Et c'est pas parfait. C'est pas une monnaie du commun. Donc c'est une sorte de hack. C'est comme le logiciel libre. Donc les licences, c'est un hack de la droit. Logiciel libre de la monnaie. Voilà. Mais moi, j'ai confiance dans ces gens. C'est-à-dire que je vois que Henrik Duran et tous ces gens-là sont des gens qui sont honnêtes, intègres, qui travaillent dur. Alors, on va peut-être se casser la gueule.
bon, on aura appris, on fera autre chose. Mais c'est pour ça que j'ai confiance dans ce projet-là. C'est pas parce que c'est le nec plus ultra, mais d'une façon très pragmatique, c'est quelque chose qui pourra marcher. On va essayer. Alors, ce sera sans doute la fin de cet entretien, mais donc on entend dans ce que vous dites, il y a à la fois une critique forte du système d'un État social qui s'effondre, d'un capitalisme prédateur, et en même temps, il y a quand même un optimisme chez vous qui est assez porteur, quoi, qui est enthousiasmant. Quelqu'un a écrit un livre qui s'appelle Sauver le monde. Et on entend dans ce que vous dites que voilà, vous avez vraiment cette vision d'un autre monde vers lequel on va. Et précédemment, vous avez dit dans une interview d'un Mediapart, j'espère qu'on s'était pas mal compris, que quelque part aujourd'hui, vous observez un tel bouillonnement social de par le monde que on est dans les années 60. Et c'est il y a cet enthousiasme-là face à quelque chose d'aussi effervescent et bouillonnant. Oui. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça alors que quand même il y a un constat assez partagé d'échec d'un modèle social et démocratique? Oui, mais c'est-à-dire que c'est un choix quand même. Moi, je dis souvent pour désastroner les critiques, je dis je suis un optimiste pathologique. Ça veut dire que c'est un choix. On ne peut pas prouver l'optimisme ni le pessimisme. C'est une disposition de la personnalité. Et on va voir le monde d'une telle colorée. Alors moi, je choisis de voir les choses qui vont bien, c'est-à-dire les réactions créatives des gens par rapport à la crise. Je sais qu'il y a la crise, je sais que ça va mal, mais moi je vois que les gens réagissent, je vois qu'ils sont inventifs, je vois qu'ils sont en train de recréer l'économie, des circuits courts. Alors, mais ce que les gens ne voient pas encore, c'est que ça fait système. Et je trouve que ça, c'est mon rôle. C'est pas seulement des gens qui ont envie de manger mieux, qui ont envie d'avoir une énergie renouvelable, qui ont envie d'avoir un logiciel libre. Il y a un système sous-jacent. Et ça, il y avait peu de gens qui le comprenaient. Moi, j'ai commencé en 2005, on me prenait pour un fou. Mais je vous jure, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai écrites, moi j'oserais dire pratiquement rien, où je me suis trompé. Donc, être visionnaire, si on veut, et j'ose dire que je suis visionnaire, c'est peut-être un peu narcissique ou exagéré, mais c'est voir des signaux faibles que les autres ne voient pas encore, c'est tout. Mais c'est déjà là. Et donc, maintenant, c'est plus tellement faible, ça devient très visible. C'est pour ça, mon livre, je crois qu'il vient au bon moment, parce qu'il y a 2 ans, il n'y a personne qui voulait le publier aussi. C'est qu'il vient un moment où ça devient visible, où les coworking, moi j'ai vu le premier à Barcelone, 3 ans après il y en avait 50. Les hackerspace, j'ai vu le premier à Vienne, 3 ans après il y en avait 15. Il y a un réseau rural qui s'appelle Othello. La production alimentaire communautaire urbaine, 48% de plus en 2 ans, etc. Donc on est dans l'exponentiel. Et moi ça me donne du courage. Ça me donne du courage que l'être humain ne va pas aller contre le mur, mais qu'il est déjà en train... Les gens qui ont une conscience anticipative sont déjà en train de formuler les solutions. Et c'est important, parce que quand la crise vient, quand il y a un effondrement, si on n'est pas prêt avec des alternatives, c'est la fin de l'Empire romain, c'est 5 siècles de rien, quoi. Bon, donc on espère que votre livre Sauver le monde, publié aux éditions des Liens qui libèrent, ne sera pas que de l'optimisme. Merci beaucoup Michel Bowen. Merci de l'invitation et de votre... attention à mon bouquin. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau débat consacré à ces questions du monde d'après. Merci beaucoup.